rapidement aux internautes. En fait, le I Ching, c'est un livre de prophétie chinois. Donc, comment on fait? En fait, eux utilisaient des baguettes, mais aujourd'hui, on utilise des pièces. Et en fonction que ça tombe sur pile ou face, on tire un trait. Plein ou un trait... Un trait plein ou discontinu, voilà. Et on en met 6 l'un sur l'autre comme ça. Et donc, en fonction des 64 combinaisons possibles, on obtient un hexagramme. Donc, le 64e hexagramme s'appelle Vizi, c'est le nom en chinois. Donc, je vais vous lire ce que dit le livre à ce niveau-là, sachant que, en fait, on part du bas de l'hexagramme. La terre vers le ciel. Et voilà, on remonte petit à petit. Donc, chaque trait, en fait, a un sens. Et plus on avance dans les traits et plus, en fait, on avance dans l'évolution des choses. Donc voilà l'hexagramme 64 Vizi. Donc sens général. Ce qui n'est pas fini, ce qui n'est pas encore régularisé. Celui de la continuité indéfinie dans la transformation de la manifestation. En haut est le trigramme Li, le feu. En bas est le trigramme Kan, l'eau. Aucun effet ne peut en résulter, l'ordre n'étant pas encore établi, car ce n'est pas la position qui convient. L'homme doué regarde l'image symbolique de la situation qui ne convient pas, et il applique cette image aux êtres et aux choses de la manifestation. Il discerne alors ce qui convient à chacun d'eux et les fixe chacun à leur place. Dans ce moment où l'ordre n'existe pas encore, en cherchant la voie rationnelle pour traverser cette période, il convient d'agir avec une extrême prudence si l'on veut conserver sa liberté. Dans l'hexagramme sacré, les rangs impairs sont occupés par des traits négatifs et tous les traits ne sont pas à leur place. Aucun avantage n'en ressort encore. Un lieu périlleux ne peut être un endroit de calme et de repos. Au début, il est absolument décidé à aller de l'avant, mais se trouvant au milieu des périls, son mouvement de recul sera aussi précipité. Rien de ce qu'il entreprendra ne sera avantageux. Ensuite, on a donc le premier trait. Placé dans les périls mous et négatifs, il sympathise avec le 4e trait. Il n'est pas satisfait de sa position dangereuse et ses tendances le portent à s'élever. Le 4e trait est incapable de l'aider à traverser ce péril. Il ne mesure pas ses forces et il y a beaucoup d'appréhension à avoir. C'est le comble de l'ignorance et de l'imprudence. Ensuite, donc, on évolue vers le 2e trait. Avec ses capacités d'énergie positive, il est employé par le 5e trait. C'est lui qu'il convient en effet d'utiliser. Mais il faut que le 2e trait soit respectueux et obéissant. La droiture sera observée et le présage sera heureux. Quand le péril n'est pas encore conjuré, il faut pousser le respect et l'obéissance à leur plus extrême limite afin d'assurer la fin heureuse des événements qui se déroulent. Ce trait peut se contenir lui-même sans avancer et le présage par cela même est heureux. Donc 3e trait. Si l'on avance, le présage est malheureux, étant encore dans le péril. Il agit et entreprend quelque chose. Il y aura des malheurs. Il faut d'abord qu'il sorte du péril. Il pourra agir ensuite. Il existe une raison d'être qui conduit à en sortir. Il jouit de la sympathie du 6e trait dur et positif. Qu'il traverse un grand cours d'eau, qu'il attende et qu'il épie les occasions favorables, s'il peut traverser le péril et suivre celui avec qui il correspond sympathiquement, il y aura un avantage réel pour lui. Alors quelque part là on pourrait faire un rapprochement justement avec l'interprétation par rapport à la fin des temps dans la Bible, où effectivement on dit qu'on va traverser une période difficile, mais qu'après on aura une période bénéfique pour l'humanité. Alors ensuite le 4e trait. Intelligent, dur et énergique. Il sort du péril. À la limite, une bonne nouvelle, on sort du péril. L'ordre non régularisé a déjà dépassé la moitié de sa durée et l'on peut commencer à y remédier. Les regrets vont se dissiper et le présage est heureux. Le temps d'emploi des moyens à cet effet durera 3 ans et un grand bien, un grand royaume en sera la récompense. 2018. Peut-être. Un grand bien, un grand royaume en sera la récompense. On avertit donc de la nécessité de l'emploi d'une extrême fermeté pendant un long temps. Le trait étant dans un rang qui comporte la douceur malléable, rang pair, il y a avertissement de ne pas relâcher les efforts. Donc voilà, chacun fera son interprétation. 5e trait. Juste, son cœur étant dégagé de toute prévention, la positivité du 2e trait lui venant en aide, le présage est heureux en ce qui concerne le 5e trait. Remédiant au désordre, il emploiera toutes ses qualités dans ce sens et il réussira. Il est malléable et doux et dans le même temps capable de perfection et de bien s'entourer. Il a l'aide de ceux qui sont au-dessous de lui. Sincère et sans fausseté, il jouit de l'éclat de l'homme doué. Et enfin le 6e trait, donc vraiment la fin. Qui est fermé. Je pensais qu'il était ouvert, j'ai été voir, il est fermé. Oui, c'est un trait continu, tout à fait. L'extrême degré de la dureté énergétique, mais doué d'une grande intelligence. Il est décidé et net. Il y a une situation qui ne peut se régulariser,
et il est à la merci de la destinée. C'est l'extrême degré de l'ordre non établi, et il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Sinon, par la colère et l'emportement, on tombera dans des fautes et le malheur suivra. Avertissement d'avoir foi dans son cœur, de se fortifier en attendant le destin, car le moment du changement est proche. Éviter de se laisser aller sans réagir et d'avoir trop de confiance en soi-même. Il risquerait sans cela de manquer à son devoir et aux lois immuables de la destinée. Donc je rappelle quand même que le I Ching, c'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs milliers d'années. Voilà. Alors après, est-ce que les travaux de Terence McKenna avec le I Ching, après ça c'est à chacun de faire son interprétation, de voir, suivant sa conscience personnelle, si Terence McKenna a tort ou pas. Mais bon, c'est vrai que le 64e hexagramme indique une période difficile avec ensuite, petit à petit, une période bénéfique pour l'humanité. On peut justement en faire le parallèle avec Nostradamus, dont on parlait tout à l'heure, qui annonce effectivement un âge d'or à partir de 2026-2027. Mais Nostradamus, lui, il parle pas de 2012, hein. Non. Alors, si je me rappelle bien, dans l'émission que j'ai fait sur Direct 8 avec le spécialiste de Nostradamus, il disait que le mot 2012, je crois, ou 12, ou je sais plus, apparaît que 2 fois et n'a pas forcément un rapport avec le non, en réalité, c'est pas 2012 puisque c'est 2011. Par contre, il a annoncé. C'est pas. Ouais. Oui, est-ce que c'est vraiment 2012 ou 2011 puisque les gros problèmes arrivent avant quand même. Pour 2011, c'est sûr que sur la fin 2011, au niveau de l'activité du solaire, ça c'est purement scientifique. Hein. Ça c'est clair que sur fin 2011, on aura une activité solaire qui sera plus élevée que d'habitude. Donc il y a un calcul mathématique qui s'appelle le nombre de Wolf. Et dans l'histoire de ce calcul mathématique, le plus haut qu'on ait monté, c'est 190. Et en 2011-2012, on va arriver à 140. Donc on sera pas très loin quand même du haut du chiffre, mais on sera pas quand même au plus haut historique. Voilà. Maintenant, je pense pas qu'effectivement, à l'époque où on a eu le 190, il y avait autant de satellites qu'aujourd'hui. Oui, parce qu'on en était tout à l'heure à se poser la question de savoir si ces satellites, ils vont pas. De toute façon, ils sont coincés là-haut, même s'ils marchent pas, ils vont pas redescendre. Non, je pense pas. C'est pas d'eux qu'on peut craindre. Il faut savoir que même là, à l'heure actuelle, je dirais en temps normal, c'est-à-dire pas dans une période forcément intense du Soleil, les problèmes liés donc aux éruptions du Soleil, etc., ça coûte 100 millions de dollars aux États-Unis chaque année. Donc c'est quand même pas un petit problème. Dès qu'on envoie un satellite là-haut, malheureusement, avec les perturbations du soleil, etc. Faut les envoyer ça coûte la de nuit. l'argent. Ouais. Faut les envoyer la nuit. Comme ça. Alors, peut-être un jour on trouvera une façon de protéger les satellites des vents solaires, mais à l'heure actuelle, ça coûte quand même 100 millions de dollars aux États-Unis chaque année. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Je sais pas si vous voulez que je parle d'un autre sujet ou. Non, on va rester sur ce fameux 7 juillet 2010. Moi, je me pose toujours la question de savoir si, franchement, c'est pas quelqu'un qui s'amuse et qui nous met ça un peu dans la tête. C'est-à-dire si quelque part on n'est pas coupable d'entendre ce genre de choses. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pour voir un peu la conscience planétaire. Donc, quelqu'un qui va lire une mauvaise nouvelle, s'il y a une personne qui la lit, s'il y a 10 personnes, 100 personnes, 100 000 personnes, 1 millier de personnes, on alimente. Oui, alors il y avait un internaute qui m'avait dit ça justement l'autre jour, c'est que en fait on peut faire dire ce qu'on veut à un logiciel. Ça dépend de l'interprétation. D'ailleurs même, je dirais même pour les livres en rapport avec la religion, etc. Suivant les personnes, on peut avoir une interprétation différente de ce qui est marqué dedans. Donc c'est vrai, c'est toujours le problème d'avoir un texte. Après, un texte donné peut être interprété différemment suivant les personnes. C'est d'ailleurs pour ça que moi, ici en France, j'ai vraiment étudié le webbot non pas sur le plan de la communication, mais sur le plan, je dirais, vraiment informatique. Et c'est pour ça que je dis, attention, quand le webbot donne une date et fait de la communication à fond dessus, c'est 55% de chances que ça arrive. Par contre, pour tous les petits éléments qui peuvent indiquer dans les rapports webbot, etc., c'est des peurs que l'humanité a. Donc ça augmente la probabilité que ça peut arriver, mais c'est pareil, on n'arrive jamais à 100% de toute façon. Donc c'est juste une probabilité supplémentaire, mais pas une certitude à 100%. C'est pour ça que le webbot n'est pas un logiciel prophétique, c'est un outil de tendance.